et donner la parole à Yves Citon. Yves Citon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc professeur de littérature ici à l'université Stendhal et je tiens à le signaler, auteur d'un livre qui me semble important, publié il y a 1 an je crois, L'écologie de l'attention. Et je crois que tout ce qui s'est dit ce matin amène assez bien ce que vous allez nous dire sous ce titre, gestes théâtraux et subjectivité computationnelle. Merci beaucoup. En fait, je ne vais pas vraiment vous parler de l'attention, si ce n'est peut-être un tout petit peu à la fin, mais le 21e siècle, c'est déjà maintenant, il est déjà un petit peu vieux, il a 15 ans, donc c'est aussi maintenant octobre. Et faire théâtre, je me disais que j'avais envie qu'on essaye de faire théâtre ensemble. Alors moi, je ne peux pas vraiment faire théâtre parce que je suis un prof et puis je fais des diaporamas. Alors, il faut que je prenne le bidule pour passer ça. Ça, je fais de la pub, mais on n'a pas besoin de faire de la pub forcément tout de suite, c'est ça ? Voilà. Et donc j'avais envie de faire théâtre avec vous et en particulier avec l'artiste Madame Cordy, qui est très peu intervenue, me semble-t-il, dans ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. J'espère que l'Hexagone l'a payé très cher et il faut donc rentabiliser un petit peu sa présence ici. Non, tant pis, alors au moins elle est là par gentillesse. On n'a pas payé du tout, c'est pour ça que vous ne faites rien. Donc moi je vais vous inviter à vous insérer, à faire des choses calamiteuses sur mon PowerPoint pour qu'on fasse quelque chose qui soit un petit peu du théâtre plutôt qu'un cours. Donc moi j'ai mon truc, je vais être complètement dépendant de ce qui est écrit là-haut. Je vais d'abord vous parler de gestes et programmes. En fait, ce que j'aimerais vous proposer, c'est un cadrage alors très très général, au-delà même des questions du théâtre par opposition à la musique, par opposition à la danse. Je vais prendre théâtre comme art vivant, comme performance. Et donc vous allez voir que les quelques images, si j'ai l'occasion de voir des images, ça sera plutôt tiré de la musique, mais c'est de tirer le théâtre du côté de la musique en tant qu'il s'agit d'abord de gestes. Et donc tout mon cadrage, ça va être de vous proposer une polarité, une tension entre gestes et programme, et dire que faire théâtre au XXIe siècle, c'est réfléchir à ce que c'est qu'un geste, ce que c'est que des programmes et comment ils peuvent interagir. Alors si on a le temps, on parlera un petit peu d'improvisation, peut-être pas d'hypergeste parce que la deuxième chose qu'on va faire, c'est faire plus court, vu qu'on a un petit peu gagné par le temps. Et j'espère qu'on aura le temps à la fin de parler de computation et d'art vivant. Donc geste et programme pour commencer. Quelques définitions rapides et j'espère simples. Un programme, je vous invite à penser que c'est tout ce qui est écrit à l'avance. Quelque chose de pro, gramme, écrire. Donc, quelque chose qui est écrit à l'avance, ça donne des appareils, des machines, des robots, des microchips, des logiciels. Un geste, alors là, j'aimerais juste qu'on ne s'aborde pas tout de suite cette diapositive parce que c'est un petit peu là-dessus que c'est basé. Un geste, c'est un comportement humain en tant qu'il excède les programmations dont il résulte. Ça veut dire que tout ce que je suis en train de faire maintenant, c'est programmé. C'est programmé par la langue française qui m'impose une certaine grammaire, c'est programmé par ce que j'ai écrit à l'avance en faisant ce PowerPoint, et ça deviendrait peut-être un geste s'il y a plus dans ce que je fais devant vous que ce que j'ai programmé, ou de ce qui a été programmé à travers moi. Moi, j'ai l'habitude, vous allez voir, vous avez déjà vu, de bouger beaucoup les mains. C'est ni conscient, ni volontaire, ni quoi que ce soit. Ça n'a pas été programmé par moi, mais c'est, disons, ma machine à moi, ma machine socio-biologique qui fait des gestes. Donc ça, c'est le degré minimal de l'improvisation et du geste, mais il peut se passer quelque chose si Madame Cordy intervient comme maintenant, où j'arrive plus à lire la deuxième partie de ma définition. Et donc là, peut-être que je dois un petit peu retomber sur mes pieds, improviser et retrouver quelque chose qui serait que d'abord, le geste, c'est quelque chose donc qu'on improvise, à savoir qu'on fait plus que de la programmation. Votre visite et votre attention lui font grand honneur. Il espère que vous pourrez en tirer quelque chose d'utile, d'agréable ou d'intrigant. Yves Citon est professeur de littérature française du XVIIIe siècle. On va arrêter là. On a fait une petite pause où, qu'est-ce qui s'est passé? Une machine et une subjectivité a fait quelque chose qui était non prévu, improvisible. On verra tout à l'heure, improvisatio à l'improviso, c'est pas prévu, pas écrit à l'avance, pas programmé, même si c'était plein de programmation. On a travaillé du numérique, le numérique c'est de la programmation, moi je fais mon PowerPoint, c'est de la programmation, mais il se passe quelque chose comme un geste, ça a excédé les programmations et c'est un comportement humain en tant qu'il influence une subjectivité qui le perçoit. C'est parce que vous êtes là, parce que nous sommes là en tant qu'humains et en tant que subjectivité,
que les gestes prennent une signification. Derrière du geste, il y a il y a de la signification. Derrière des actes, il y a des effets. Et des gestes peuvent aussi être des actes, mais on va les prendre, les comportements humains, en tant que gestes, dans la mesure où ils ont une signification, donc dans la mesure où ils sont perçus, ils sont vus, ils sont sentis, ils sont plus ou moins interprétés. Et là, je vais vous mettre des images de musiciens, mais forcément, ce qui se passe sur une scène de théâtre, eh ben, ce sont des gestes. Le modèle même du geste, souvent, on a opposé les actes qui se font dans la vie réelle et les gestes qui se font sur les scènes de théâtre, où ce ne sont pas des vrais actes, ce sont des parodies d'actes, si on veut. Et c'est ça qui va m'intéresser. Alors, quelques postulats. Nous sommes tous humains grâce aux programmes qui nous ont produits. Ce n'est pas du tout qu'il y a d'un côté l'humain, et puis de l'autre qui serait bon, humaniste, etc. Et puis de l'autre côté, les machines, les programmes, les gestes, les programmes et les appareils. Non, hein, on ne peut pas opposer humain et machine, gestes et programmes, parce que je suis humain dans la mesure où j'ai été programmé à parler, à être plus ou moins poli, à être attentif, attentionné, etc., etc. Mais nous devenons plus humains grâce aux gestes que nous pouvons improviser au sein des programmes. Et là, ce que j'aimerais faire dans cette première partie, c'est de distinguer deux types de programmes. Il y a des programmes qui nous aident à développer des gestualités, ou qui du moins le permettent, et puis il y a d'autres programmes qui sont faits pour contraindre une réduction minimum de nos gestualités. Alors là, je vais passer là-dessus parce que c'est moins intéressant. Ces programmes qui contraignent notre gestualité humaine, Deleuze et Guattari, repris par un philosophe sociologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Maurizio Lazzarato, les ont appelés des asservissements machiniques. Et la petite image que je vous donne ici, c'est lorsque vous tirez de l'argent d'un bancomat, d'un distributeur de billets, bah oui, vous faites des gestes, vous pressez avec votre main, etc. Mais toute la machine est faite pour conditionner la communication que vous avez avec elle de façon à ce que vos gestes ne comptent pas. Que vous fassiez avec l'index, avec le petit doigt, avec le pouce, ça va produire les mêmes effets et vous ne pouvez pas interagir de façon que la communication évolue en fonction de vos gestes propres. Il n'y a pas d'improvisation ou ce que d'autres appelleraient des instaurations dans la relation avec la machine. C'est la même chose avec les formulaires en ligne. Tant qu'il n'y a pas de rubrique ouverte où on peut faire des commentaires, tant qu'il s'agit simplement de remplir des cases, c'est un cas typique d'asservissement machinique, ou ce que certains de mes collègues, voire moi-même de temps en temps, pratiquons, des questionnaires à choix multiples. C'est l'aliénation ultime de ce qu'il peut y avoir d'humain en nous, parce qu'on a préprogrammé toutes les réponses qui pouvaient être données à une série de questions. À l'inverse de ces préprogrammations plus ou moins asservissantes par les appareils, les machines et les programmes, il y a le geste d'un acteur. Ici, je vous ai dit que c'est plutôt la musique. Quelqu'un comme Glenn Gould, forcément, il est programmé par tous les cours de piano qu'il a pris quand il était petit. Il est programmé par Jean-Sébastien Bach, qui aurait écrit quelque chose qu'il joue. Et en même temps, il y a une gestualité pré-paramétrée par des programmes, mais il y a une marge significative pour une inventivité gestuelle qui vient se mettre là au milieu. Donc, trois thèses à partir desquelles il me semble qu'on peut évoquer le fait de faire du théâtre au XXe siècle. Nos humanités se nourrissent de leur multiplicité gestuelle. Là, je reprends humanité au pluriel de Édouard Glissant. Parler de l'humanité au singulier, il me semble que c'est très, très, très problématique. Donc, nos humanités, nos cultures humaines, qui sont humaines dans la mesure où elles sont diverses, nos humanités se nourrissent de leur multiplicité gestuelle, premier point. Deuxièmement, le destin de nos humanités est lié à notre capacité à cultiver des espaces d'instauration gestuelle, des marges d'interprétation, des marges de gestualité, au sein des programmes qui nécessairement, inévitablement, et c'est tant mieux, comme le rappelait Thierry Ménissier tout à l'heure, nous rendent humains, nous conditionnent pour, y compris, nous rendre humains. Et troisièmement, les humanités, qu'on peut écrire avec un H majuscule, même si je suis de moins en moins convaincu que ça, à savoir les disciplines, ou les indisciplines universitaires, la philosophie, les lettres, l'histoire, etc., ce qu'on appelle les humanités dans les institutions universitaires, constituent un lieu privilégié de culture réfléchie des attentions et des gestualités qui nous humanisent, d'où le projet de Bruno Taquels de faire de la recherche du côté de cette production de gestes et production de programmes artistiques qui sont le fait des artistes. Et au sein des universités, il y a forcément les départements de technique, de technologie et de sciences qui sont essentiels, mais peut-être que nous, en tant qu'humanité, nous ouvrons un lieu privilégié de culture réfléchie de ces attentions et de ces gestualités. Je suis vraiment très déçu par notre camarade artiste qui me laisse faire ça de façon beaucoup trop facile. Ah ben voilà.
Donc là, on imagine les gestes là derrière. Alors, je ne sais pas, moi je découvre ça. Hein, on peut se dire, c'est quoi? Est-ce que c'est de la free improv, hein, de l'improvisation libre, où ces gens-là se rencontreraient pour la première fois sur une salle de spectacle et voilà, ils se sont donné des consignes ou ils ne se sont pas donné des consignes et ils se découvrent les uns les autres en faisant ceci. Et pour autant, hein, ils se programment mutuellement. On voit qu'il y en a un qui est en train de programmer l'autre et que l'autre peut-être va faire des choses plus intéressantes parce qu'il est en train de se faire programmer par le premier. En même temps, ils sortent tous, j'imagine, de quelque chose comme une école de danse, de quelque chose comme un maître qui les a initiés à certaines pratiques. Et donc, ce qu'on a l'air de voir ici, c'est une sorte de programmation mutuelle de corps qui ont été programmés et qui essayent de jouer avec des gestes qui peut-être dépassent, ça serait ça l'enjeu de faire théâtre, de faire scène, de faire performance au XXIe siècle, qui dépassent l'accumulation de programmes, qui les rend humains, qui les rend artistes, qui les rend ce qu'ils sont. Alors, dans les programmes, il y a une série de choses. Donc, la performance, on vient de la voir, c'est entre la feintise et l'accomplissement. Est-ce qu'ils ont fait ceci parce qu'il y avait une caméra? Est-ce qu'ils ont fait ceci, justement, ce n'est pas des actes, mais c'est des gestes pour influencer nos subjectivités? En même temps, ce sont des accomplissements, comme la performance sportive. On ne fait pas semblant de courir le 100 mètres en 9 secondes. Ils le font. Et oui, c'est du spectacle, et c'est un exploit. Le geste, c'est entre style et substance, c'est toute une affaire de nuances. C'est ni une substance, ni purement un style, c'est une nuance. Il y a toute la question de la virtuosité qui est centrale là-dedans. Je vais avancer, je vous mets quelques exemples de gestes là en bas. De nouveau, on va un petit peu plus vite, donc je coupe un certain nombre de choses. Est-ce qu'on a le temps, oui, rapidement de parler de cette catégorie d'hypergeste? Donc j'ai essayé de vous dire comment je vous proposais de considérer la notion de geste. Des cognitivistes, psychologues, etc., nous disent qu'en fait le geste c'est important parce que c'est la première échelle de notre rapport au réel. Notre rapport au monde, c'est d'abord quel geste je dois y faire pour y survivre. Téter, donc, on commence avec la ligne entourée en jaune. Ce qu'on fait, c'est l'unité de base de nos perceptions. Et puis, il y a les disciplines du savoir, qui sont formalisées en dernière analyse par des universités, qui commencent par décorporer et schématiser ces gestes en isolant, en objectivant des processus, hein, ce à quoi on se réfère, qui peuvent impliquer ce que je fais moi, mais aussi bien ce qui se transforme dans le monde. Donc on va aller en dessous de l'échelle des gestes avec des objectivations des processus, ce à quoi on se réfère, et on peut encore découper, si on veut, analyser les processus en des choses qu'on va appeler des faits, ce qui pourrait s'observer, qui sont le résultat d'un Ça, c'est ce qu'on fait avec le savoir en particulier, mais pas seulement dans les universités. Et il y a quelque chose qui, me semble-t-il, pour penser faire théâtre de tout temps, mais au XXIe siècle, entre autres, est intéressant, c'est de passer par-dessus les gestes. Hein. Ce qui est non pas une analyse des gestes, mais une composition de gestes ou une collaboration intergestuelle entre des humains. Et là, il y a un pianiste de free jazz qui s'appelle Guerrino Mazzola, qui a proposé cette catégorie d'hypergestes. Qu'est-ce que c'est? C'est des classes de gestes perçus comme reliés entre eux. Et on peut dire, ce n'est pas forcément ce à quoi on se réfère, ceux qui s'observent, mais ceux qui se communiquent. Il appelle ça des hypergestes. Et pour lui, l'exemple qui me semble parlant, c'est lorsqu'un quartet de musiciens de jazz joue ensemble, les moments où ils arrivent bien à jouer ensemble, qu'ils improvisent ou qu'il y a une part de composition là-dedans, et ben, il y en a un qui tape avec des bâtons sur des pots, il y en a un autre qui souffle avec une hanche dans un truc en cuivre, il y en a un autre qui frappe un clavier, il y en a un autre qui touche les cordes d'une contrebasse. Ils font des gestes physiques complètement différents, qui n'ont rien à voir entre eux, et pourtant, c'est bien le même geste musical qu'ils sont en train de faire. Et donc, la notion d'hypergeste, c'est que de temps en temps, nous autres humains, on entre en collaboration, en coordination de gestes supérieurs à nous-mêmes, des hypergestes, et que c'est de penser ces hypergestes, de figurer ces hypergestes, de mettre en scène ces hypergestes, c'est un petit peu ça qui se passe de central sur des scènes de théâtre, de nous donner une réflexion, permettre de réfléchir sur la composition des hypergestes. Alors ça se fait dans le sport, à mon avis, une des grandes fascinations, et pourquoi est-ce que tout le monde regarde le sport, peut-être pas des gens ici parce que vous êtes peut-être des gens bizarres, mais pourquoi de grande partie de notre population est fascinée par le sport, outre la publicité, outre le nationalisme, outre des choses assez malodorantes, il y a
le fait de voir des gestes en train de se faire. Zidane ou quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui est en train de faire un geste absolument unique, qui a cette fragilité, cette marge d'improvisation, cette virtuosité, cette nuance de ce qui fait un geste, et qu'on voit en train de se faire maintenant, une sorte d'improvisation simultanée avec d'autres à l'intérieur de programmes. Alors lui, je ne suis pas sûr. Alors on peut dire que tous les enfants sont artistes, hein, on a vu ça tout à l'heure. Moi, j'y crois pas trop. Et bon, voilà, d'accord, machin, on a compris. Alors ça peut être amusant, hein, on peut en faire quelque chose en se disant, ben voilà, qu'est-ce que fait la caméra autour de lui, comment il arrive à ignorer la caméra, peut-être, alors que nous, on serait plus conscient de la caméra. Mais peut-être que... ouais, d'accord. Alors là, c'est le tâtonnement, hein, c'est le geste. Alors, où sont les programmations? Une des questions là-dessus, c'est est-ce que lui est largement programmé par la biologie et par le petit environnement dans lequel il est né? Et est-ce que nous autres, avec nos tablettes, avec nos livres, avec nos journaux, avec nos télévisions, avec tout ce qui nous rentre dans la tête par des médias, par des médiations techniques, par des appareils techniques, est-ce que tout ça, ça nous aide à nous déprogrammer, ou est-ce qu'au contraire, c'est lui qui est moins programmé que nous et qu'il y aurait quelque chose de plus purement gestuel en lui qu'en nous? Moi, j'y crois pas du tout. Hein. Cette naïveté de l'enfant artiste, je sais pas, moi, ça mord pas sur moi. Il me semble que justement, si on lit des livres, si on regarde des films, si on se parle les uns aux autres, c'est pour essayer de sortir de programmations qui, je m'excuse, sont pas très intéressantes. Il a l'air d'un crétin, ce pauvre homme. Si on faisait ça dans notre vie, eh ben, ça serait pas très... voilà. Enfin, moi, je propose qu'on avance. Et donc, qu'est-ce qu'un hypergeste, hein? Là, ce n'était pas vraiment un hypergeste parce qu'il était tout seul. Ça, c'est justement pas un hypergeste. Les deux, ils coordonnent bien. Il y en a un qui coordonne pour s'enlever les fesses de la fessée. Il y a l'autre qui coordonne pour garder les fesses sous la fessée. Donc, ils font bien quelque chose ensemble. Et pourtant, ce n'est pas un hypergeste parce qu'il n'y a pas une sorte de présupposé. Alors, moi, j'appelle ça de l'amour, mais il n'y a pas un présupposé de vouloir collaborer ensemble. Ici, lorsque Auguste pardonne les conjurés, Cinna et compagnie, il y a un rapport de pouvoir. C'est comme la fessée tout à l'heure. Et pourtant, on avance vers quelque chose. Parce que là, les deux, ils sont au moins, les quatre, ils sont au moins consentants pour faire un geste qui compose quelque chose, qui, oui, exprime un pouvoir, une soumission, donc peut-être qui nous plaît moins, n'empêche que ça serait une sorte de début d'hypergeste. Là, on a un hypergeste qui est très significatif et sur lequel je vous laisse méditer pour les prochaines élections. Là, on a une scène d'hypergeste, alors beaucoup plus réaliste. La réalité, ça serait ça en termes gestuels. C'est qu'il y en a avec des bâtons qui essayent de vous donner des fessées, il y en a d'autres qui essayent d'aider les autres à sortir. Je suspecte que quand on fait une manifestation politique, eh ben on fait des actes politiques, mais on sait qu'il y a des journalistes, on sait que les autres nous regardent. Et oui, ce sont des gestes au sens théâtral, au sens spectaculaire. La scène de théâtre, c'est un lieu où tout se transforme en geste, mais sa force, c'est que la vie sociale est une grande scène où tout est geste, d'autant plus dans une scène je crois que c'est en Tunisie, de manifestation. Alors, on a dit qu'on finissait pas trop tard, donc je vais sauter plein de choses sur l'improvisation. Si ce n'est quand même... Non, est-ce qu'on parle d'improvisation? Non, on ne va pas parler d'improvisation ici. Oui, non, mais 5 minutes, je vais finir 5 minutes. Si jamais on reviendra sur l'improvisation après, on laisse ça. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ceci. Parce que 21e siècle, j'imagine que dans notre imaginaire, et on l'a vu un petit peu tout à l'heure avec la première partie, les objets techniques ou les dispositifs technologiques, on associe souvent le 21e siècle à l'émergence ou la conquête de nos comportements et de nos facultés d'intellection et de nos sensibilités par le numérique. Et donc là, il y a un penseur que moi je trouve essentiel, extraordinaire et complètement pas assez connu en France, même si c'est quelqu'un à Grenoble qui m'a sensibilisé à son existence il y a quelque temps, Wilhelm Flusser, qui a fait tout un livre sur les gestes que je connaissais pas lorsque moi j'ai bricolé là-dessus, qui est donc mort en 91 et qui, me semble-t-il, nous propose la pensée la plus riche pour comprendre cette interaction entre programme et geste. Alors il nous dit quoi? Ça a l'air banal, vous avez déjà entendu cette histoire de post-histoire, moi je ne crois pas à la post-histoire, lui il emploie ce terme, mais par contre ça m'a chouravé ma dernière ligne. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une phase préhistorique pour lui qui correspond aux images subjectives. Les images subjectives, c'est depuis les peintures rupestres jusqu'aux tableaux qui se font aujourd'hui avec de l'aquarelle ou de l'huile.
on serait, à partir de l'invention de la photographie, puis du gramophone, etc., dans une phase... Non, pardon, je vais trop vite. On a été, à partir du moment de l'invention de l'écriture, dans une phase qu'il appelle historique, qui est caractérisée par la linéarisation alphabétique. Et qu'est-ce que c'est que l'écriture linéaire alphabétique? C'est des opérateurs de causalité linéaire. La science, c'est ceci aussi. La science fait partie d'un monde historique de l'écriture où on comprend le monde à travers des enchaînements de causes et d'effets. C'est linéaire, il y a d'abord la cause est antérieure à l'effet, et c'est comme ça qu'on a fait des choses merveilleuses que nous appelons techniques, technologies, objets, appareils, etc., etc. Nous serions entrés dans une phase post-historique et petit à petit, et on y entre à partir de l'invention de la photographie, du gramophone, etc. Et maintenant, avec le numérique et ce qu'il permet, on s'y engouffre de façon encore plus dramatique, dans un monde qu'il appelle post-historique. Je vous invite à laisser ça de côté, ça veut dire simplement post-écriture, non pas post au sens où on serait au-delà de l'écriture, mais quelque chose d'autre est en train de prendre le pouvoir sur les dispositifs d'écriture que lui appelle techno-image, techno-imagination, techno-image. Et c'est justement ce qui se reproduit tout seul, c'est des parties de la réalité qui se reproduisent à travers des appareils, comme l'appareil photographique, qui ne passent pas par une subjectivité humaine. Oui, il y a un humain qui cadre, oui, il y a un humain qui choisit le temps d'exposition, qui choisit la focale, etc., etc. Mais une fois que ces choix ou que ces réglages ont été opérés, ça se reproduit tout seul. De même pour l'enregistrement sonore, etc. Et donc là, ça doit être un virus de notre artiste qui m'a enlevé ça. Il nous dit, qu'est-ce que c'est que des appareils? Ça a été inventé pour fonctionner automatiquement, pour exclure l'humain ou la subjectivité humaine de sa fonctionnement. Et là, j'avais la meilleure citation qui vient de gicler, c'est pas de chance. Alors oui, les appareils, souvent, ça marche pas. Ça, c'est la beauté du travail de Latour. Ah non, c'est pas un appareil qui marche pas, c'est une c'est une vidéo. C'est un truc, comment ça s'appelait? Ça s'appelait des vidéocassettes. Voilà. Donc là, on a un appareil d'enregistrement qui nous fait voir des morts. Tous ces gens-là sont morts. Tout à l'heure, on parlait des tables tournantes de Victor Hugo. Le médium des techno-images, ça nous permet de voir des gens qui étaient très joyeux et qui faisaient des batailles de boules de neige, et maintenant qui sont tous bouffés par les vers. Et donc, c'est notre forme à nous de faire tourner les tables et de faire du médiumnisme, à savoir que nous faisons parler les morts. Une des grandes transformations des techno-images, c'est que les morts nous parlent, nous voyons les morts vivre, que ça, c'était impossible avant les années 1850 pour voir leurs images, ou 1900 avec le cinéma. Et donc, ces techno-images, ce sont des éléments du passé qui, oui, incorpore de la programmation, oui, incorpore des subjectivités, mais qui captent des blocs de sensations du passé et qui nous permettent de les importer dans le présent. Chez Bernard Stiegler, c'est des phénomènes de rétention tertiaire. Alors, qu'est-ce que nous dit, on va garder, c'est très bien ces choses-là qu'on découvre en même temps, qu'est-ce que nous dit Flusser? Flusser nous dit la nouveauté des techno-images, c'est que jusqu'à présent, depuis les grottes de Lascaux ou de la grotte Chauvet, jusqu'à aujourd'hui, lorsque nous faisons des tableaux ou lorsque nous écrivons des textes ou des romans où nous faisons des descriptions par l'écriture, la réalité extérieure est filtrée par une subjectivité humaine. Qu'est-ce qui définit les techno-images? Ça passe par, ça court-circuite la subjectivité humaine. Si je pouvais juste retourner sur ma définition, parce qu'elle est un tout petit peu importante à ce stade. Et voilà, les images anciennes, classiques, sont des abstractions subjectives. On abstrait, on tire de la réalité par des subjectivités. Des tableaux, des descriptions, des images. Les phénomènes sont abstraits par une subjectivité, alors que les images techniques, les techno-images, elles font quoi? Elles concrétisent des abstractions objectives. Elles concrétisent, elles rendent visible, elles rendent concret, que ce soit par le son, par l'image, par le bruit, etc. Mais quoi? Des abstractions objectives. Et c'est ça, il me semble, qui est central pour penser objet technique ou pour penser le programme. Ce sont des abstractions objective qui court-circuite la subjectivité. Alors, qu'est-ce que Flusser en tire? Là, je suis trop loin. Non, ben voilà, alors soit on a bloqué. Voilà. Là, j'ai quelques citations que je vais lire avec vous simplement de Flusser, parce que pour moi, elles décrivent le défi de faire performance
faire geste dans un monde de plus en plus appareillé, dans le monde dans lequel la programmation numérique envahit de plus en plus, pour le meilleur comme pour le pire, tous nos comportements et tous nos modes de penser et de sentir. La partie, alors lui, il a fait un très beau petit livre, Flusser, sur la photographie. Donc il prend l'appareil photographique, mais ça peut être l'ordinateur, ça pourrait être plein d'autres choses. La partie de beaucoup la plus grande des photographies, qui sont innombrables, témoigne de l'intention préprogrammée dans l'appareil qui les fait. Il s'agit d'images qui ont été produites par la technique pour éveiller chez celui qui les reçoit l'impression de l'objectivité. De telles photos auraient aussi bien pu, au fond, être faites sans l'intervention d'un photographe, au moyen d'une subjectivité, au moyen d'un déclencheur automatique. Car leur véritable producteur de la plupart des images que nous voyons, les photographies que nous voyons, leurs véritables producteurs ne sont pas celui qui appuie sur la détente, mais le technicien qui a conçu l'appareil, l'industrie qui a engagé ce technicien, le designer, le spécialiste marketing, etc. Et l'intuition très banale, c'est l'école de Francfort, c'est toute une pensée du XXe siècle qui consiste à dire ce sont les appareils qui se servent de nous pour se reproduire dans l'existence autant que nous nous servons des appareils pour faire ceci ou pour faire cela. Et d'habitude, quand on dit ça, on a une sorte de vision assez pessimiste et voire conspirationniste de Apple ou GAFA qui contrôlent les subjectivités actuelles. Flusser est dans cette sensibilité, il rend compte de cette sensibilité-là, mais il développe toute une pensée de l'activité artistique. Qu'est-ce que c'est que faire théâtre? Qu'est-ce que c'est que la propriété des gestes alors, au XXe et XXIe siècle? Si l'immense majorité des photos dites artistiques relèvent de la même espèce, en gros, en termes deleuziens, ça serait cliché, cliché, rien que des clichés, il existe cependant un très petit nombre de photos dont l'intention est visiblement inverse. Produire des images qui se mettent en travers du déferlement des clichés, des images qui forcent l'appareil à fonctionner contre le progrès de l'appareillage qu'il représente. Exposer et regarder de telles images signifie créer dans l'océan des images une île où l'on ne se réfugie pas seulement, mais d'où l'on peut tenter de reprendre en main les rênes des appareils qui nous ont échappé. Tel est l'engagement de ceux qui produisent aujourd'hui des images contemplatives, qui mettent en scène aujourd'hui un certain type de gestes, avec, là on pourrait intégrer des questions d'attention sur la suspension qu'implique, la suspension des stimuli-réponses, la suspension d'une certaine rapidité, la suspension d'un certain flux d'images et de clichés. Il parle d'images contemplatives. Dans 15 jours, François Julien vient parler à Grenoble et toute une réflexion de François Julien sur le paysage, c'est justement une occasion de contemplation. Donc tel est l'engagement de ceux qui produisent aujourd'hui des images contemplatives, immobiles et muettes, même s'ils n'en ont pas toujours eux-mêmes conscience. Chaque image contemplative ainsi produite, quelque méthode, dans quelque intention que ce soit, est une tentative pour duper les appareils. Et je finis tout de suite là-dessus. Il me semble que faire théâtre au XXIe siècle, ça peut impliquer au moins deux modes de gestualité ou de modalités d'improvisation appareillée. De nouveau, c'est pas dire c'est le corps contre la machine, c'est le geste contre le programme. Les deux s'entremêlent et il s'agit de trouver des entremêlements qui produisent un minimum d'asservissement machinique et un maximum de zones de marge d'interprétation ou de marge d'improvisation ou de gestualité. Donc d'abord, on a ce qui, me semble-t-il, est le travail habituel du théâtre, la performance, à savoir des gestes humains profitant. Ah oui, alors tout est complètement bazardé comme vous avez remis en page ma feuille. Alors ça, c'est illisible. D'accord, je suis désolé. Ça, c'est les transferts, c'est les transcodages des machines qui produisent justement des effets imprévus. En fait, c'était dans la colonne de droite ce que vous avez là. Ça tombe bien, sauf que ça m'a foutu en l'air mes colonnes. Donc, ce que je voulais mettre, c'était des gestes humains profitant des marges d'interprétation laissées par les programmes et les appareils. Vous avez formé quelqu'un à jouer du piano, à bien jouer Bach, et vous lui faites faire un concert en espérant qu'il va être plus qu'une bonne machine qui jouerait bien Bach, parce qu'il y a quelque chose d'unique, de singulier dans la façon dont il le joue, même si on n'appelle pas d'habitude ça improvisation, ou alors vous mettez des musiciens de jazz sur scène, et puis forcément ils font de l'improvisation. Ou alors vous mettez des acteurs sur scène, et l'acteur va être plus que quelqu'un qui lit le rôle ou qui fait les gestes que lui a donné le metteur en scène. On est d'accord, ça c'est un petit peu le côté classique du théâtre. Il y a quelque chose d'autre qui devrait être, l'opération devrait être mise de l'autre côté, une autre modalité d'improvisation appareillée,
déclenchement d'opérations d'appareils qui incluent une marge d'imprévisibilité. Hein, typiquement que opération se soit fait décaler et que je n'ai pas pu relire mon propre cliché. Sauf que ça, c'est un échec et une failure, hein, un ratage. On peut imaginer d'utiliser les appareils pour ce qu'ils produisent d'imprévisible. Et là, il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre-Damien Huyghe, que j'espère vous connaissez, qui me semble qui est publié par nos collègues de Grenoble d'ailleurs, qui me semble être un penseur absolument essentiel pour penser alors, le design des appareils d'un côté et réciproquement c'est pas une utilisation justement, c'est la découverte des appareils. Ce que Huyghe nous dit, c'est que les inventeurs dont on parlait tout à l'heure, ils inventent des appareils, ils inventent des machines. Et c'est génial et c'est très bien. Qu'est-ce que font les artistes? Ils découvrent ces machines. Et en quoi découvrir est différent d'inventer? Découvrir, c'est justement imaginer des usages qui opèrent des réappropriations, des détournements, qui font surgir de l'imprévisible, improvisto, qui font que les appareils eux-mêmes sont une source d'improvisation. Pourquoi? Là, c'est aussi la grande leçon de cinéastes comme Straub et Huillet. Notre imagination humaine est faite de programmations qui se répètent. Il y a une pauvreté essentielle dans l'imagination humaine et notre grande chance, c'est de produire des programmes ou des machines qui nous permettent de dépasser la reproduction de nos imaginations humaines. Et donc ces deux modalités d'improvisation, soit les gestes en tant qu'ils excèdent les machines, soit les machines en tant qu'elles excèdent les programmations qui les ont causées. C'est ce que Pierre-Damien Huyghe appelle des découvertes. Et là, je ne sais pas si celle-ci va être lisible. Donc, au XXIe siècle, on a une puissance d'interagir inouïe, apportée par le numérique, disons rapidement. Leurs automatismes de ces appareils infiltrent nos subjectivités computationnalisées de façon toujours plus intime. De plus en plus, c'est ce qui se passe dans ma tête, c'est une toute petite partie de processus qui implique l'ensemble du réseau Internet en particulier, outre impliquer l'ensemble de mon réseau d'amis qui m'a mis des choses dans la tête, ou des désirs, ou des peurs, ou des envies. Donc, l'automatisme des machines infiltre nos subjectivités computationnelles de façon toujours plus intime. Nos hypergestes ou nos gestes humains et nos subjectivités ont par ailleurs toujours été structurés par des programmes. Et les arts vivants, les arts sont vivants je ne sais pas ce qui s'est passé avec vos diapositives, c'est vraiment des appareils bizarres. Les arts sont vivants en ce qu'ils déjouent et réinventent, je pense, ces programmations qui se mettent en place à travers nous. Et donc faire théâtre, ça serait soit ou en même temps ouvrir des espaces de gestualité à l'intérieur des programmations, c'était ma colonne de gauche tout à l'heure, ou faire éprouver l'agentivité gestuelle humaine par une mise en scène de spectacle qui diffuse cette gestualité humaine par des phénomènes d'exemplarité. Et je crois que c'est tout. Voilà pour moi. Donc on a presque tenu... Ouais. Merci Yves pour ce... Je ne sais pas si c'est un numéro d'acteur, mais en tout cas c'est très stimulant. Et je trouve que ça prolonge très très bien la première partie de la matinée, puisque au fond dans les deux interventions, on voit bien que la question c'est qu'est-ce que la technique fait à l'art et qu'est-ce que l'art fait à la technique, quoi. C'est vraiment la bilatéralité de cette question, qu'en général on hiérarchise d'ailleurs, on a plutôt l'impression que la technique elle est au service. Et là, au fond, ce que j'entends, c'est que la technique, c'est pas que un geste d'arraisonnement. La technique, c'est aussi un espace d'émancipation. En même temps, si on traduit dans les termes du théâtre, je me pose quand même la question programme, geste, texte, acteur, si j'ai bien compris. Ça voudrait dire alors que dans le texte, il y a que le prévisible, enfin que tout est écrit. Alors que moi, je pense que la force d'un texte théâtral, c'est que justement tout n'est pas écrit, tout à fait, et qu'il est imprévisible. Tout à fait. Et que parallèlement, l'acteur, pour moi, c'est pas le supplément d'interprétation qui ferait la petite variation humaine imprévue. Je crois que l'acteur, il a tout prévu. C'est la définition même du travail de l'acteur, c'est qu'il sait très bien qu'il va refaire ce qu'il a fait la veille. Sauf qu'il ne faut pas que ça se voit. Si on résume. Et du coup, j'introduirai un troisième terme pour peut-être sortir de cette chose peut-être un peu binaire, programme-geste. C'est de dire au fond que justement la rencontre du programme et du geste, l'hypothèse que je fais, c'est que ça performe. Ça produit de la performance. Et c'est un mot que je voulais apporter dans la discussion parce qu'il me semble que faire théâtre au XXIe siècle, ça suppose réellement de sortir des formes établies, instituées, du théâtre, mais aussi de la danse, mais aussi de la musique, et pour indiscipliner tout cela. Je pensais en vous écoutant à la phrase de Walter Benjamin qui s'interrogeait sur mais alors est-ce que la photographie c'est de l'art ou pas de l'art? Et la réponse
sublime de Benjamin en une phrase, en un retournement, c'est mais la question n'est pas de savoir si c'est de l'art. La question, c'est de savoir ce que la photographie a fait à l'art, de sorte que nous ne pouvons plus employer le mot art maintenant qu'il y a la photographie, maintenant qu'il y a le cinéma, et on peut évidemment tirer le fil jusqu'à nous. Et on voit bien que la logique de Benjamin s'applique, c'est-à-dire que tout ce qui se joue depuis un siècle en matière d'avancée, d'invention technologique et humaine, altère complètement le rapport que nous avons à l'art, aux formes, au récit, à la manière de les transmettre, etc. Je pense qu'on pourrait vraiment dire que s'il y a du théâtre au XXIe siècle, il est en tout cas au-delà de la catégorie théâtre, pas théâtre, scène, hors scène, et que le théâtre, mute à la mesure de l'invention de ces technologies, il me semble, une hypothèse que je fais. Merci beaucoup pour tous ces compléments qui me semblent tout à fait, soit qui corrigent des simplifications que j'ai faites dans la présentation trop rapide tout à l'heure, soit avec Benjamin qui est effectivement central là-dedans. Juste deux reprises rapides. Alors sur le performance et perforé, là c'est vraiment de la continuité directe de Flusser, sur le fait que l'acteur ce soit plus que quelqu'un qui reprend le texte et puis qui ajoute un petit truc d'improvisation chaque soir, ou au contraire c'est quelqu'un qui calcule les effets, voire ceux qui auront l'air de faire des effets d'improvisation et de gestes, etc. Ça c'est le paradoxe de Diderot, hein. C'est toujours cette vieille chose qui me semble à la fois une polarité tout à fait passionnante, qui après, me semble-t-il, se résout en où est-ce qu'on se situe à l'intérieur d'un continuum entre les deux extrêmes que Diderot formalise entre A et B. Donc là, forcément, moi j'ai joué à la simplification comme si l'acteur était d'un côté de l'improvisation, mais ça peut être c'est d'ailleurs beaucoup plus complexe que ça. Et là-dedans, il me semble qu'il y a un mot splendide en français qui ne marche pas, j'imagine, dans toutes les langues, qui est la notion d'interprétation. Et que interpréter, c'est justement pas quelque chose qu'on peut faire contre le texte. Il n'y a pas un texte et puis on le jouerait, on rajouterait quelque chose. Non, ce que l'auteur rajoute avec sa chair, avec sa voix, avec son intelligence, avec ses désirs propres, avec la mise en scène qui le met en scène, etc., c'est justement une interprétation. Et si c'est le même mot, c'est pour dire qu'on ne peut pas les décoller. Que lorsque moi je suis à l'université, que je lis un texte avec des étudiants, on en fait une interprétation, mais cette interprétation, c'est rien d'autre que ce qu'on en dit. C'est rien d'autre que le petit théâtre, alors plus ou moins miteux parce qu'on est des mauvais acteurs, mais que c'est le petit théâtre qu'on se met en scène à propos de ce texte, la façon dont on le lit, la façon dont on le joue. À mon avis, on ne peut pas lire un texte dans une situation collective sans le jouer, et que simplement, alors l'acteur, c'est justement quelqu'un qui pense à l'avance, qui prémédite, qui se programme pour ne pas tomber sur les banalités spontanées, comme l'enfant qui tourne en rond comme un crétin, qui est un petit peu ce qu'on fait lorsqu'on n'est pas acteur. Vous êtes dur quand même avec les enfants, je trouve. J'en ai pas, je peux... Des questions, des remarques. Alors, monsieur qui voulait parler tout à l'heure, je vous donne la parole évidemment en premier. Oui, bonjour. Je remercie Yves Citon, il est toujours aussi brillant. Il nous réapprend des choses. Et simplement aussi, ce que vous avez dit, moi je crois qu'à un moment, moi ce qui me semble, le numérique n'est qu'au début de sa révolution. Hein. Et dire, après tout, la scène depuis l'existence, hein, depuis les Grecs ou même avant, on a passé du théâtre au chant, à la musique, à l'opéra, au concert, ou même maintenant le cinéma. Dire, on ne peut pas anticiper ce que vont être les objets dès maintenant. Dire, prévoir, planifier l'imprévisible, on est à côté de la plaque. Il vaut mieux rester dans l'invitation de l'inattendu. Et c'est souvent plus poétique que ce qui a été imaginé au départ. Est-ce que la révolution numérique ne va pas donner une autre forme d'existence de la scène qu'on ne sait pas comment nommer? Est-ce qu'on ne peut pas prendre le pari que ça va donner une nouvelle forme? Après tout, ça va être une autre scène, à côté du théâtre, ou peut-être parallèlement au théâtre. Moi, je ne crois pas que le numérique puisse être transversal à toutes les créations des différents dispositifs que nous connaissons jusqu'à maintenant. Ça sera inattendu, de rêve, qu'il faut se laisser prendre par cette invitation. Ça serait en termes de Pierre d'Amérique, justement, c'est la découverte. On ne peut pas programmer cette découverte, c'est justement l'exploration de ce que permettent d'imprévus des systèmes de programmation, qui sont toujours des programmations et des prévisions partielles.
Moi, j'ai pas de réponse. Il me semble que c'est plutôt Julie ou les gens qui regardent ce qui se fait maintenant. On ne peut pas fermer les yeux puis prophétiser ce qui va se passer. Il faut essayer de regarder ce qui est en train d'émerger maintenant, qui peut-être nous donne des idées sur ce qui se fera. Je ne sais pas si le but, de nouveau, je sais pas si le but c'était de prévoir à la fin du 21e siècle comment on fera théâtre, ou déjà de regarder de ce qu'on fait en 2015 et de se poser des questions là-dessus. Juste une petite précision sur performance pour revenir sur et pour vous répondre sur interprétation. Ce que j'appelle performance, c'est vraiment, ce serait même plutôt le performantiel, c'est-à-dire l'idée que ce que l'on voit devant soi n'est pas la représentation d'une action, mais cette action elle-même. Voilà, c'est très simple, c'est-à-dire la cigarette, est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'on l'a fait d'ailleurs faussement fumer? C'est possible, ou est-ce qu'elle fume vraiment? C'est aussi simple que ça, il me semble, le critère initial. Mais ça donne alors sur le plan de ce qui advient dans nos scènes aujourd'hui un changement radical dans le jeu de l'acteur. De plus en plus d'acteurs, pour moi, sont dans ce régime performantiel. L'exemple le plus emblématique étant les Belges de TG Stan, ce groupe d'acteurs qui, quand ils arrivent, vous donnent la sensation vertigineuse qu'ils sont en jeu parce qu'ils ne sont pas en jeu, puisqu'ils sont devant vous. Mais ils sont quand même en jeu, tout étant pas en jeu. Et jamais, jamais vous n'arrivez à cerner la frontière précise entre le réel et la fiction. C'est un nœud de Möbius qui ne cesse pas. Voilà. Pour moi, c'est cette humeur-là, ce geste, pour vous reprendre, d'acteur, il est non pas l'avenir, mais enfin, il est ce qui se dessine, quoi. On voit bien que c'est une chose qui est en train de se déployer fortement. Juste pour revenir 2 secondes sur la question du numérique, on voit bien, nous, avec ce qu'on a réalisé, c'est ce que je disais en introduction. Adrien Mondeau, il est d'abord dans la rue, après il va sur le plateau, après il va dans une salle d'exposition, et c'est toujours les mêmes objets, c'est toujours la même essence, le même point de départ. Donc il y a ce mélange entre les espaces de jeu et de production, et la scène du théâtre en est une parmi tant d'autres. Donc je ne sais pas si ça va développer un espace particulier, mais ce qu'on a vu aussi au travers de Trace, enfin du réseau Trace, c'est que ça vient associer des acteurs nouveaux, des partenaires nouveaux dans le dispositif de création du spectacle vivant. Et une dernière chose, rapidement, c'est que ce avec quoi moi je me suis un petit peu confronté depuis une dizaine d'années, c'est que justement le champ du théâtre entre guillemets classique a eu beaucoup de mal ou a beaucoup de mal à venir s'emparer de ces nouvelles questions. Et c'est bien l'objet de type de discussion qu'on a aujourd'hui pour faire en sorte de trouver les fils qui vont permettre au théâtre de se nourrir de ça. Parce que ça me paraît indispensable. On l'a vu hier soir avec le texte que Carole Thibault, que vous allez pouvoir entendre à 13h et à 18h. On l'a vu hier soir devant une salle qui était remplie d'entrepreneurs. Le fait de mettre des mots sur ce qu'est aujourd'hui le monde de la technologie, ça crée un certain malaise, ça crée une difficulté de relation. Et ça ne veut pas dire que parce que ça crée un malaise, il y a un rejet. C'est simplement que ça vient mettre une nouvelle histoire dans l'image que le monde de l'entreprise se fait. On est toujours smart, on est toujours un peu pétillant et bien présenté. Sauf que là, il y a tout d'un coup les mots du théâtre qui viennent fabriquer du miroir, et c'est plus tout à fait l'image qu'on avait souhaitée au départ. Plusieurs interventions. Oui, merci Yves. Donc Fabienne Martin-Chuchat, professeure à l'Université de Grenoble-Alpes. Donc merci pour ton intervention très stimulante et les références. En fait, je voudrais te poser une question. Je ne comprends pas pourquoi tu gardes au niveau épistémologique la notion de geste. Parce que c'est vrai que la notion de geste renvoie d'une part à la question de l'extériorité, deuxièmement à plutôt une sensorialité visuelle. Et c'est vrai qu'en plus, dans l'avenir des programmations, les programmateurs seront des programmateurs biotechnologiques, entre autres les médicaments, qui, quand on prend un psychotrope ou un antidépresseur, on voit bien que ça met en programmation, en pré-programmation corporelle. Alors c'est vrai que moi je parle plutôt de mouvement, mais mise en mouvement, ça va peut-être pas non plus, parce que c'est trop générique. Pourquoi tu as abandonné du côté des sciences du langage? À un moment donné, il y avait la notion de kinème, donc qui renvoie à cette dynamique interne. Les kinèmes, tu sais, de la kinésique. Donc certains parlent des somèmes liés à la somatique. Donc pourquoi est-ce que tu tiens à cette notion de geste au niveau théorique
qui me semble réducteur, hein, puisque les programmations sont aussi internes, hein, et les biotechnologies du futur seront une question plus de la mise en programmation non intentionnelle, non visuelle, non perceptible, non du coup contrôlable en fait par l'individu. Donc pourquoi tiens-tu à ce point à cette notion de geste ? Merci, c'est une très, très bonne question et je ne crois pas que j'ai une réponse satisfaisante d'un point de vue épistémologique supérieur. Je vais parler depuis ma discipline à moi, qui est la littérature, et je trouve dans l'usage du mot geste depuis 3 siècles, là je pars des définitions du Furtière, je crois, ou quelque chose comme ça, des évolutions qui me semblent très intéressantes dans l'usage de ce mot, qui justement, à partir d'une sorte de neutralité, voire res gestae en latin, c'était les exploits, hein, c'était le sommet des actions humaines, des actions historiques, hein, l'action avec un grand A, faire des révolutions, etc., qui est devenue, par une évolution, une sorte de sous-action, hein, parce que l'action c'est bien, puis le geste, eh ben, c'est des histrions qui font des gestes, c'est des acteurs, c'est justement des gens qui sont sur scène, c'est pas les chefs, enfin, c'est pas ceux qui dirigent l'histoire. Donc cette dévaluation de la notion de geste me semble très intéressante, parce qu'il me semble qu'elle dénie quelque chose qui est au contraire une surévaluation alors de la visibilité. Toi, tu parlais d'extériorité qui te gêne parce que tu penses plutôt en termes de médicaments, en termes de mouvements, etc. Moi, c'était la deuxième partie de ma petite définition. Un geste, c'est ce qui excède les programmes et c'est ce qui a une visibilité extérieure, si on veut. Et pour moi, c'est central parce qu'il me semble que... Alors, je suis tout à fait sensible à ce que tu dis, ça nous focalise sur le visible, contrairement à d'autres sens. Donc là, de se dire qu'est-ce qu'il peut y avoir comme geste audible plutôt que comme geste visible, ça pose un problème qui me semble intéressant, pas insurmontable, mais intéressant, ou en tout cas problématique, là tu as raison. N'empêche que, moi j'aime beaucoup le travail de Nathalie Heinisch sur la visibilité, hein, de dire que quelque chose se passe justement à partir du développement des techno-images qui est de l'ordre du visible, de l'audiovisuel, mais que de la visibilité comme une sorte de substance, de pouvoir qui circule entre nous. Alors moi j'appelle ça de l'attention, mais c'est deux façons de désigner quelque chose qui est assez proche, des façons différentes, mais n'importe c'est quelque chose d'assez proche. Et penser la visibilité comme centrale dans nos sociétés, penser que ce qui est en train de se faire par les big data et la numérisation, c'est justement la visibilisation de plus en plus large, de plus en plus intime, de plus en plus intense, de plus en plus calculable, donc de plus en plus opérable de nos comportements en tant qu'ils sont visibles, hein, c'est ce qu'on appelle des traces. Alors, est-ce que les traces, c'est de la visibilité classique? Est-ce que les traces sont des gestes? Non, les traces numériques, ce sont justement des traces de gestes que nous faisons. Ça peut passer par des gestes sur des claviers, ça peut passer par d'autres formes de gestes à travers nos machines. Dans la façon, là j'ai été un petit peu vite, mais moi ce qui m'intéresse derrière ça, ce sont des gestes mentaux. Donc tu parles de médicaments qui affectent la façon dont on pense. Lorsque j'ai montré tout à l'heure très brièvement la clémence d'Auguste, la clémence d'Auguste, ce sont des gestes visibles, qui se met à genoux, qui lui baise la main ou je ne sais quoi, et puis lui qui les regarde de haut, donc ça c'est un geste physique, qui correspondent à un geste social, à un geste mental de soumission, d'acceptation du pouvoir d'un côté, de pardon, de clémence de l'autre. Et moi je suis spinoziste, enfin j'essaye d'être spinoziste, c'est pas facile, mais ce qui postule un parallélisme entre ce que font les corps et ce que font les mens, les menta, les esprits. Et donc chaque fois qu'il y a un geste physique, il y a un geste mental là derrière, et chaque fois qu'il y a un geste mental, il y a un geste physique, fût-il aussi petit que taper sur un écran ou un clavier. Et donc pour moi, je comprends très bien la gêne que tu as si tu penses geste égale seulement quelque chose qui peut se voir par des corps. À partir du moment où, d'une position qui est critiquable et pas du tout universelle, qui est le spinozisme, on se dit il y a un parallélisme entre les corps physiques et les esprits, le mental, appelez ça comme vous voulez, ça permet d'introduire des structures un peu plus riches. Mais c'est très particulier, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Oui. Chercheuse en art du spectacle, j'ai juste une petite réflexion, plutôt une information par rapport à la relation de l'acteur et de l'objet technologique. Donc, dernièrement, en mois de juin, il y avait un colloque international que je trouve important, consacré à l'acteur et les écrans nouvelles technologies, qui était organisé à Paris 3 par Josette Ferral et Louise Poisson, et qui était précédé par une journée d'études qui a eu lieu en 2014
Et pendant ces deux rencontres, on pouvait assister à des analyses des spectacles qui utilisent de nouvelles technologies, mais aussi entendre des témoignages des comédiens, des metteurs en scène, et aussi de connaître des ateliers de formation qui se font à ce sujet-là, qui sont destinés tant aux acteurs qu'aux metteurs en scène. C'est juste cette information. Merci. Dominique, on va vous donner un micro. Merci. Je dois dire qu'en tant que producteur d'objets techniques, je me sens un peu largué là, en vous écoutant tous, quoi. C'est pas, j'aurais aimé répondre à Thierry tout à l'heure, mais je ne comprenais pas vraiment sa question. Non, mais si, sérieusement, non, si, je plaisante pas. On en reparlera si tu veux. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire là tout de suite quand même par rapport à ce que tu viens de dire. Je suis encore une fois quand même malgré tout pas sûr de suivre. Et je trouve un petit peu triste quand même cette vision de la fin. En particulier, j'ai retenu les deux mots de la fin, déjouer, réinventer. Alors qu'il me semble que nous, ce qu'on essaye de faire à l'atelier Arsens, alors je dis ça en toute humilité, je ne sais pas ce qu'en pensera Antoine, mais c'est justement trouver de nouveaux jeux et trouver de nouvelles inventions. Et je n'ai pas exactement, je n'ai pas dit tout à l'heure, ça prenait du temps, mais la première fois qu'on a mis la montre sur Annabelle, quand elle a mis la montre de capture de mouvement sur le corps d'Annabelle Bonnery, ou la première fois qu'Ezra a pris un modèle du gant qui commençait à fonctionner, les deux fois on assiste, et les gens qui étaient là, ils ont assisté à quelque chose qui est de l'ordre du miracle. C'est-à-dire que c'est un objet qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. On en a peut-être un peu rêvé parce qu'on avait regardé Matrix, des choses comme ça, mais on en est quand même très très loin, etc. Et on se demande s'il va se passer quelque chose. Et il se passe quelque chose là, donc j'ai envie de dire, c'est pas déjouer ni réinventer, c'est juste jouer et inventer, quoi. Donc c'est un peu moins, sans arrêt, cette nécessité de détourner pour aller à l'art me faisait quelque part un peu mal au cœur. Il me semble qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu quand même. Génial, ok, bravo. Moi, je parlais de magie pour faire parler les morts. Pour moi, c'est toujours absolument magique que des gens, je ne sais pas très bien compris comment, aient pu inventer des bandes magnétiques, ou aient pu inventer des gramophones, ou aient pu faire des photographies, et que ma grand-mère est morte, et puis je la vois bouger parce qu'on l'a filmé, ou que, je ne sais pas, Sartre est mort, et puis que je peux l'entendre parler. Et pour moi, c'est de la pure magie. Et justement, ce qu'on essaye de faire avec l'archéologie des médias qu'évoquait tout à l'heure Antoine, c'est de tenir compte de cette présence de la magie qu'on a appelée médiumnique, faire tourner les tables typiquement, c'est essayer d'entendre des morts qui nous parlent. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un livre ? Un livre, c'est un mort qui nous parle. Rousseau, il me parle quand je le lis, et c'est absolument magique. Et il y a une vie de Rousseau justement dans le texte. Qu'est-ce que fait un acteur ? Il fait vivre la vie qui est dans le texte. C'est pas que le truc est mort et puis qu'il lui donne la vie complètement extérieure. Il apporte sa vie substantielle, vivante à lui, à de la vie qui est déjà enregistrée. C'est vraiment de l'enregistrement de la vie, de la pensée dans le texte de Rousseau ou de tous les autres, et qu'on retrouve. Donc l'écriture littéraire en particulier, c'est aussi magique que le gramophone ou aussi. Et effectivement, tout ce qui sort c'est pour ça que je disais, chez Flusser, chez les autres, il y a cette espèce de vision noire de la technique, c'est que des programmes qui s'emparent de nous, et il me semble qu'il faut le reconnaître, que ça serait naïf de ne pas reconnaître ça, et en même temps de reconnaître que c'est ça qui nous rend plus humains. Donc c'est ce qu'on fait avec les machines, en remerciant les ingénieurs d'avoir fait ces machines, des fois en se méfiant de ce que d'autres veulent faire avec ces machines-là, parce que c'est pas que génial et que, enfin je sais pas, moi les centrales nucléaires, je trouve que c'est une sinistre invention et qu'on va passer des générations et des millénaires à se ramasser des choses. Enfin moi je serai mort puis j'ai pas de gosse, mais pour les autres, parce que ça m'intéresse quand même ce que vont faire les humains au-delà de moi et ce qui va tous nous arriver, collectivement, on est plus que des individus, on est une entreprise, une aventure collective, et je trouve que l'invention de la centrale nucléaire est absolument géniale d'un point de vue technique et absolument calamiteuse d'un point de vue anthropologique. Mais voilà, donc ça fait des choses merveilleuses, ça fait des choses horribles, et le numérique, ça peut aussi bien tourner à du nucléaire que tourner à des appareils photo. Et c'est à nous, justement, à chaque instant, de découvrir ces inventions qui en elles-mêmes sont toutes géniales, et qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, mais moi je voulais juste rebondir peut-être un petit peu. C'est vrai que on est souvent dans cet aller-retour entre la défiance et le grand bain. Et c'est pour ça que c'est souvent des artistes qui ne sont pas forcément des artistes du théâtre qui viennent s'intéresser au
aux technologies et qui vont fabriquer quelque chose de neuf avec. Et ça participe, enfin, il y a tout, je pense, un cheminement de pensée dans le champ du théâtre, d'un refus de la machine, d'un refus des choses nouvelles, se disant qu'au fond, globalement, on peut être tout seul sur un plateau avec une petite chandelle et que ça va très bien comme ça, on pourra continuer à faire du théâtre. Sauf que le spectacle vivant, ça ne peut pas être que la chandelle. Et qu'il faut bien qu'on fasse du spectacle avec les objets d'aujourd'hui, avec les objets qu'on est en train d'inventer. Et je trouve intéressant justement de réinterroger tout notre vocabulaire d'appropriation de la technique, qui n'est en soi ni bonne ni mauvais. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et c'est bien l'enjeu de ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de réutiliser ces technologies dans une dimension de choix, de gestes, d'hypergestes, enfin de quelque chose qui est approprié et de sensible. Oui, il y a une intervention là-haut, qui sera la dernière, parce que je pense qu'il faut qu'on fasse la pause. Bonjour, je m'appelle Claire Deniol, je suis comédienne et metteur en scène. Et donc, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas parmi vos intervenants des acteurs, parce que ce que j'entends dire sur le rôle de l'acteur et ce qu'il refait tous les jours en essayant de faire croire que c'est pas la même chose que hier, ça m'affole complètement, parce que c'est quand même... C'est l'inverse, je dis l'inverse. Oui, enfin, oui, mais bon, c'est très... Il faut refaire exactement la même chose tout en faisant croire que c'est la première fois. Ben non, pas du tout. On refait jamais la même chose, parce que tout simplement, les gens qui sont en face de vous ne sont pas les mêmes. Et c'est avec eux que vous créez, même si vous ne les entendez pas, même si vous ne voyez que de la lumière, vous les sentez. Et c'est ça aussi le rôle de l'acteur. C'est vraiment d'être dans l'instant présent au moment où ça se passe. Sinon, c'est d'un ennui mortel. Donc ça, c'est quand même très important de le préciser. Et tout ce qui vient aider à cet instant présent, comme des images, comme un ordinateur portable, comme un iPhone, c'est génial, parce que ça relance toujours l'instant présent. Ça relance, on n'a presque plus rien à faire. Et l'acteur qui est devant vous, dont vous avez l'impression qu'il ne joue pas, alors qu'il joue tout en ne jouant pas, c'est juste parce qu'il est là, et c'est lui qui décide s'il est en représentation ou pas. Voyez, donc, enfin voilà, ça aurait été bien qu'il y ait des acteurs invités pour parler de ça, et pas juste des intellectuels et des techniciens. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Il y en aura cet après-midi, des artistes, des écrivains, oui. Je crois que c'est justement extrêmement bien équilibré, si je peux me permettre. C'est les artistes qui auront le dernier mot. Merci. Eh bien, bon appétit, à tout à l'heure. Voilà, je vous redis qu'à 13h, Carole Thibault dira avec Pascal Henry le texte qu'elle a écrit en visite, en résidence ici au CEA, 13h et 18h. Et puis on se retrouve à 14h.